Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des efficacités stochastiques. C'est un sujet très récent, mais je crois que ça cadre très très bien dans le sujet du cours que vous êtes en train de suivre. Et en fait, c'est, je crois, une application de cette thermodynamique stochastique vraiment spectaculaire. Donc il y a eu des papiers assez récents. Le premier papier, en fait, où on a discuté ce problème, date de 2014. D'ailleurs, le premier auteur est présent ici, c'est Gatien Verlet. Et puis, il y a eu quelques autres publications qui ont suivi assez rapidement. Donc, c'est un sujet très récent, mais je crois que c'est un sujet qui met la stochastique thermodynamique vraiment de nouveau au premier plan. Et pour expliquer la relation avec l'efficacité, je voudrais revenir à nos ancêtres, les alchimistes. Les alchimistes étaient des gens très intelligents, ils posaient des questions importantes. Évidemment, une question importante, c'est comment devenir riche, et pour ça, ce serait intéressant d'avoir la transmutation des éléments. L'autre question intéressante, c'est comment vivre très longtemps, donc ils cherchaient l'élixir de la vie. Ce qui est moins connu, c'est qu'ils se posaient aussi des questions sur l'énergie. En fait, ils recherchaient des perpetuum mobile, des mouvements perpétuels. Ici, je vous montre trois exemples de mouvements perpétuels qu'ils avaient proposés, un mouvement mécanique, magnétique et chimique. Maintenant, évidemment, depuis nos ancêtres, on a quand même fait un peu de progrès et on sait qu'en effet, la transmutation des éléments est possible, elle se passe dans les étoiles et c'est de là d'ailleurs que viennent tous les éléments. D'autre part, l'élixir de vie a aussi été découvert, ça s'appelle Duvel. C'est une boisson qui est produite près d'où je suis né. Et puisque Bernard Derrida est un très bon professeur, il faut bien le soigner. Donc j'ai apporté une bouteille de cette boisson formidable. Mais concernant l'énergie, malheureusement, personne n'a pu construire des mouvements perpétuels. En tant que physicien, on sait que quand quelque chose est impossible, il faut avoir des raisons profondes. Et en physique, des raisons profondes, ça veut dire la symétrie. Et on sait en effet qu'il y a une symétrie probable très importante en physique, c'est que les lois de la physique ne changent pas au cours du temps, et cette invariance donne lieu à la conservation d'énergie, ce qui exclut le premier mode de mouvement perpétuel où on crée de l'énergie à partir de nulle part. Mais comme vous le savez, il y a aussi l'autre mouvement perpétuel qui est impossible et qui est beaucoup plus délicat à discuter, qui a à voir avec la seconde loi de la thermodynamique. La discussion de l'origine de ce principe reste encore aujourd'hui un problème très intéressant et on sait que probablement ça a à voir avec le fait qu'il y a l'invariance sous l'inversion du temps des lois microscopiques ou le théorème de Liouville ou la loi unitaire pour l'évolution en mécanique quantique. Mais en tout cas, une chose qui est intéressante, c'est d'observer que cette absence d'un perpetuum mobile du deuxième espèce, comme on l'appelle, implique quelque chose sur l'efficacité. Et la première personne, évidemment, à se rendre compte de cette connexion, c'est M. Carnot, que vous connaissez tous, évidemment, qui a écrit ce livre sur les réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. C'est très intéressant, j'ai un peu regardé sur l'Internet, c'est en fait un exposé où il n'y a pas de formule, presque pas de formule, mais il donne cette idée fantastique, il construit une machine qui travaille à travers deux réservoirs thermiques à température différente et il en extrait une puissance maximale et puis il montre qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Et en fait, c'est à travers le travail de Clapeyron, c'est Clapeyron qui a mis ce travail en avant, qu'on s'est rendu compte qu'en effet, il y a ce principe général qui dit que quand on a une machine thermique et on regarde sur le rapport du travail qu'on en sort sur la chaleur qu'on y met à partir du réservoir chaud,
que cette efficacité est à une borne supérieure qui est dans le rapport des températures, 1 moins le rapport des températures, et cela indépendamment de la construction des matériels qu'on utilise. C'est d'ailleurs Clausius, un peu plus tard, qui a fait la relation entre ces résultats-là et le fait qu'il y a une nouvelle fonction d'état qu'on appelle l'entropie, qui est d'ailleurs définie en utilisant ici la relation quand on a une égalité en quelque sorte. Donc pour des processus quasi réversibles, on peut définir une entropie et alors cette inégalité en fait se traduit dans cette loi qui dit que l'entropie totale ne peut pas diminuer. Pour le reste de l'exposé, c'est peut-être intéressant de reproduire brièvement cette relation. Donc je regarde une machine qui extrait de la chaleur d'un réservoir thermique à température TH et qui produit du travail et évidemment ce qui reste est éjecté dans un réservoir à température froide. Donc il y a ici hot et cold, j'utilise des notations anglaises. La première loi vous dit que, évidemment, l'énergie totale ne peut pas être créée, donc ce que vous recevez, c'est la différence entre ce que vous donnez, c'est la différence de la chaleur qui rentre, moins la chaleur qui sort. Et ici, je suppose que la machine, c'est ça l'idée d'une machine, en fait, la machine est comme un catalyseur et retourne au même état à la fin de chaque cycle. Donc lui, il ne participe pas, sinon ce ne serait pas un net. On ne veut pas extraire de l'énergie de la machine. Donc son différence d'énergie est zéro. Alors, pour la seconde loi, qu'est-ce qu'on a? L'entropie totale. Ici, il y a une décroissance d'entropie dans le réservoir chaud, puisqu'il donne de la chaleur, c'est moins QH sur TH. Ici, j'ai pris des quantités qui sont positives. QC, évidemment, va augmenter l'entropie ici dans ce réservoir-là, de ce montant-là. Et de nouveau, je suppose que la machine elle-même retourne vers son même état, et donc il n'y a pas de différence d'entropie de la machine. La seconde loi dit que ceci est plus grand que 0. Maintenant, je vais combiner les deux. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre le travail et la chaleur du réservoir chaud. J'utilise la première loi pour éliminer le travail, et je trouve 1 moins le rapport des chaleurs. Mais le rapport des chaleurs est plus petit que... Enfin, moins le rapport des chaleurs est plus petit que moins le rapport des températures, ça provient de la deuxième loi. Donc la deuxième loi, en fait, exprime ici exactement le fait que l'efficacité ne peut pas être plus grande que l'efficacité Carnot. Un exemple de cette construction. Normalement, dans vos cours, probablement, vous utilisez ou vous voyez la construction que Carnot a utilisé pour prouver donc, cette égalité, donc avec le gaz idéal et toutes les différentes phases adiabatiques et isothermes. Mais en fait, on n'a pas besoin d'une construction tellement compliquée. Je voudrais vous montrer en fait une machine thermique où il n'y a pas de machine. C'est en fait, je crois, la machine thermique la plus simple. Et cette machine thermique est basée sur le problème de l'effusion. C'est quoi l'effusion? C'est l'échappement de particules à partir d'un réservoir qui est supposé à l'équilibre, peut-être un gaz idéal ou un gaz, à partir de l'échappement à travers un trou qui est beaucoup plus petit que la distance moyenne de parcours libre. Donc en fait, le trou ne perturbe pas l'équilibre à l'intérieur de cette chambre. Ce phénomène s'appelle l'effusion et bon, il y a une histoire assez amusante reliée à ça. Donc on a utilisé ça pour enrichir l'uranium dans le projet de Manhattan. Ce qui est amusant, c'est que les particules qui sortent ont en moyenne une énergie plus haute que celle de l'intérieur. Et donc, c'est une manière de refroidir le système. Et puis, il y a une voie de déposition de grains. Mais ce qui m'intéresse, c'est en fait d'utiliser l'effusion comme un processus de machine thermique. On peut s'imaginer la situation suivante. J'ai donc pas un seul réservoir, mais 2 réservoirs qui sont connectés à travers ce petit trou. Ici, j'ai une température basse, mais une densité haute. Ici, j'ai une température haute et une densité basse. Je peux imaginer une situation où, bien qu'il y a moins de particules ici que là, à cause du fait que la température est plus haute, il y a quand même un flux net de particules de ce côté-là vers l'autre côté. Quelle est l'interprétation
thermodynamique, ben, pour chaque réservoir, on a la première fois. Donc, la première loi dit que chaque réservoir reçoit de la chaleur et du travail. Et le travail ici est du travail chimique. Quand on entre une particule dans un réservoir où le potentiel chimique est mu, il reçoit du travail mu fois le nombre de particules qui entrent. Donc ici, en fait, ce qui se passe, l'efficacité, c'est le travail chimique qui est donc la différence. Donc en fait, je veux faire passer des particules d'un potentiel bas vers un potentiel haut, chimique par exemple, ou densité si c'est des gaz idéaux. Donc ça, c'est ce que je gagne. Et ce que je dois payer, c'est la chaleur qui sort du réservoir chaud. La chaleur du réservoir, c'est l'énergie moins, donc j'utilise cette loi-là. Et ceci devrait être plus petit que l'efficacité Carnot si je n'ai pas de... Enfin, c'est ce que la seconde loi prédit. Je donne ce problème à mon étudiant. Et bon, c'est un problème qu'on sait résoudre exactement. C'est un peu compliqué, on n'a pas vraiment d'expression analytique très simple. Et donc, ce qu'il me donne, c'est ça. Il me donne, moi j'ai calculé pour j'ai pris 2 températures, et puis j'ai fait le plot des efficacités, et ici je regarde une situation au Carnot, c'est 0,8, et voilà ce que je trouve. Et en effet, j'ai un régime où ça marche, et puis l'efficacité est toujours plus petite que 1,8. Mais évidemment, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je voudrais quand même avoir quelque chose d'un peu plus visible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit truc, un petit jeu. On va mettre un filtre entre les 2 réservoirs et le filtre sélectionne des particules qui ont une vitesse spécifique, ou presque une vitesse spécifique, disons vitesse V. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un courant de particules de là vers là. Donc ça, évidemment, ce sera possible si le nombre de particules de cette vitesse dans ce réservoir-là est plus grand que le nombre de particules de cette même vitesse dans l'autre réservoir. Mais le nombre de particules, je suppose que c'est des gaz idéaux, c'est donné par la loi de Maxwell-Boltzmann. Donc ça, c'est le nombre de particules d'une certaine vitesse dans le réservoir chaud. Ça, c'est le nombre de particules dans le réservoir froid. Et ce que je veux, que cette densité ici est plus basse que cette densité-là. À ce moment-là, évidemment, il y aura un courant. L'égalité veut dire en fait qu'il n'y a pas de flux, et ça c'est donc une situation réversible. Alors il y a un petit exercice à faire. J'introduis le potentiel chimique d'un gaz idéal. Vous allez voir dans les livres, vous prenez la formule Sackur-Tetrode, vous vous renseignez chez votre ami, et voilà le potentiel chimique. Et en fait, alors, ceci peut être réécrit comme quelque chose que ceux qui font la physique statistique vont reconnaître comme l'ensemble grand canonique, en quelque sorte. Donc, en fait, cette inégalité se réduit à une inégalité de l'occupation pour un grand canonique. Et si je fais le logarithme et j'inverse les signes, finalement, ce que je vais trouver, c'est cette relation ici à droite. C'est-à-dire, donc, il faut, pour que les particules passent du côté chaud vers le côté froid, donc je veux évidemment que ça se passe dans le sens de travail chimique, donc je vais d'un potentiel bas du côté chaud vers un potentiel haut du côté froid, donc c'est ça ce que je mets ici. Mais ce gradient que je suis en train de surmonter ne peut pas être trop grand. Et la limite est donnée par ceci. Si j'ai cette égalité-là, en fait, il y a équilibre. Alors, c'est un tout petit exercice de faire de nouveau le calcul de l'efficacité. Et cette inégalité ici, en fait, vous reproduit exactement l'inégalité que Carnot avait prédite. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'il y a un flux, l'efficacité de cette machine sera plus petite que l'efficacité Carnot. Au moment où vous êtes à l'équilibre, vous approchez le point d'équilibre où il n'y a plus de flux, bon, vous retrouvez Carnot. Exercice amusant, c'est on peut se poser la question, bon, je veux que ce potentiel chimique, cette différence est positive pour avoir du travail. D'autre part, évidemment, je ne peux pas aller au-delà de la limite réversible. Ici, je n'ai pas de travail puisque le potentiel chimique n'a pas de différence. Ici, je n'ai pas de travail parce que le flux s'arrête. Quelque part, entre ces deux limites, il y aura une puissance maximale et un petit calcul, c'est ça que je vous propose de faire. En fait, la puissance maximale se passe juste au milieu. Donc, quand vous mettez un gradient chimique qui est la moitié du gradient réversible, à ce moment-là, vous retrouvez
que l'efficacité qui a puissance maximale exactement égale à la moitié de l'efficacité Carnot. Ça, c'est un résultat général que j'ai prouvé il y a quelques années. Donc, si on s'éloigne du régime réversible, on voit que juste au milieu, on a une puissance maximale et cette puissance maximale reproduit la moitié de l'efficacité Carnot. Donc, ça, c'est entre guillemets donc un exercice. Bon, en général, quand on parle de l'efficacité des machines, on pense à Carnot. Mais en fait, comme je vous l'ai montré, l'efficacité de la machine a à voir avec la seconde loi. Et la seconde loi s'applique aussi bien au système isothermique. Et en fait, donc, on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose comme une efficacité pour les systèmes isothermiques? Là, je vous montre une construction de ce style. Donc, en fait, dans les machines isothermiques qui sont standards en biologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes formes de travail qui sont transférées d'une forme, par exemple chimique, vers une autre forme, par exemple mécanique. Qu'est-ce que la thermodynamique ou la seconde loi stipule? Bien, prenons cet exemple. J'ai une machine qui travaille à température T, qui reçoit du travail que j'appelle driving, c'est la source de travail, et qui produit du travail, que j'appelle ici le load, et en ce faisant peut dissiper de la chaleur. Bon, première loi, évidemment, je suppose de nouveau que la machine retourne à son premier état, donc j'ai cette loi de conservation d'énergie. Quelle est la production d'entropie? Ici, la production d'entropie, c'est simplement la chaleur dissipée divisée par la température, et celle-là doit être plus grand que 0. Résultat, pour l'efficacité, maintenant l'efficacité, ce que je reçois, c'est le travail que je reçois qui m'intéresse sur le travail que j'ai investi. Et ce rapport-là, bon, je fais la même chose, j'élimine avec la première loi, je trouve ceci, et évidemment, puisque Q doit être plus grand que 0, je trouve que l'efficacité, c'est l'équivalent de Carnot pour des machines isothermiques, l'efficacité est plus petite qu'un demi. Quel est l'exemple le plus simple de cette construction? Bien, l'exemple le plus simple, c'est ceci. Je prends une particule, et je vais prendre une particule brownienne parce que je vais revenir à ce cas spécifiquement dans la suite de l'exposé. Je prends une particule brownienne qui est assujettie à deux forces. Une force, c'est la force contre laquelle je veux m'opposer. Donc, je veux avoir un mouvement qui va à l'encontre de cette force. Donc, en fait, je vais monter dans le potentiel associé de cette force. Et pour cela, évidemment, il faut que j'applique une autre force plus grande dans le sens de celle-ci. Bon, je l'ai dessinée ici. Et donc, ça, c'est la force que j'investis. C'est là où il y aura du potentiel qui sera perdu. Et bon, voilà, la résultante, évidemment, donne la direction de cette particule en moyenne. Quelle est l'efficacité? Donc, l'efficacité, c'est ce que j'investis. Donc, c'est ce que j'ai investi, c'est dans le dénominateur. C'est ce que j'ai investi, c'est évidemment la perte potentielle sur la force F2. Ça fait un peu mal. Sur la force F2. Donc, ce potentiel-là, le potentiel dans une force constante, c'est force fois déplacement. Donc, ça, c'est le potentiel que je perds. Ça, c'est le potentiel que je garde, que je gagne. Et quelle est maintenant la position de la particule? Évidemment, la particule, en moyenne, bouge selon la résultante, F1 plus F2. Ben voilà, ça c'est l'expression pour l'efficacité. Et puisque je veux avoir un mouvement qui est dans ce sens-là, en fait, j'ai cette inégalité-là et on prouve directement qu'en effet, cette efficacité est plus petite qu'un. Donc, physiquement, c'est très simple. Évidemment, par exemple, toute la force qui travaille dans la direction perpendiculaire ne fait rien. Elle est perdue. Donc, il est sûr qu'il ne faudrait pas avoir une force dans ces directions-là. Ici, c'est de nouveau le plot de l'efficacité où j'ai pris la force F1 selon l'axe X avec une intensité 1. Évidemment, alors l'autre force doit au moins avoir une composante selon X égale à moins 1 pour pouvoir vraiment entraîner la particule. Et bon, voici le plot de l'efficacité. Et de nouveau, donc, en fait, il y a un régime réversible. Quel est le régime réversible? Je l'ai plus ou moins représenté d'une manière schématique ici. Pour avoir le régime réversible, premièrement, il faut que F2 et F1 soient parallèles, parce que tout le reste, je le perds de toute façon. Et deuxièmement, F2 doit converger vers F1.
et au moment où ils sont égaux mais opposés, on a atteint l'état d'équilibre, et c'est à ce point, dans cette limite-là, qu'en effet, l'efficacité devient égale à 1. J'appelle ça l'efficacité réversible, qui est pour Carnot 1 sur le rapport de température, ici elle est égale à 1. Bon, ça c'est deux exemples de connexion entre la seconde loi et les concepts d'efficacité. Pour une machine thermique, j'ai lu diffusion. Pour isothermique, j'ai une particule sujette à deux forces. Alors la question que je veux discuter, la nouvelle question que je veux discuter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on regarde des machines petites? Ce n'est pas un nouveau débat, d'ailleurs, c'est Maxwell lui-même, tout au début, qui a commencé à poser la question, et justement dans le contexte de la seconde loi, en disant que peut-être, si on a une machine petite, on peut échapper à la seconde loi, parce que la seconde loi, c'est quelque chose de macroscopique. Et donc, il avait, entre autres, proposé cette machine avec le démon de Maxwell qui regardait venir les particules et ouvrait la porte selon ce que c'était intéressant ou pas pour le faire. Très vite, en fait, les gens se sont rendus compte que probablement, enfin, je crois que c'est le consensus aujourd'hui, que même si on a des machines petites, les machines petites sont aussi sujettes à la seconde loi et on ne pourra pas de manière permanente extraire du travail qui serait avec une efficacité plus grande que celle que j'ai discutée. Et donc, il y a par exemple cette construction, on l'a remplacée par une construction plus mécanique, par exemple le ratchet épaule, qui est discuté aussi bien par Smoluchowski et par Feynman, d'ailleurs avec une erreur dans la discussion de Feynman, mais sur laquelle je ne peux pas discuter aujourd'hui. Mais en tout cas, les gens se sont dit, bon, cette machine-là, bien que petite, elle va se thermaliser ou elle va de toute façon reproduire les lois de la thermodynamique. Il y a d'ailleurs un autre aspect sur lequel je ne vais pas discuter ici, mais qui est aussi un sujet très actif dans le domaine de la thermostochastique, c'est qu'ici, évidemment, dans cette version de Maxwell, il y a un aspect intelligent, et c'est Szilard qui a en fait repris justement cette idée en disant, tiens, si je peux violer la seconde loi avec une intervention intelligente, ça veut dire qu'en fait, l'aspect qui est nécessaire, c'est-à-dire l'élément d'information qui est requis pour faire marcher ces machines, doit dissiper au moins le même montant que celui que je gagne. Et donc, ça a donné lieu au fait que pour avoir un bit d'information, ça va vous coûter kT log 2 de travail pour le faire. Bon, ça, c'est donc une discussion que je ne vais pas poursuivre ici. Mais ce que je veux faire, en fait, dans la suite, je veux retourner au problème primordial de l'efficacité de petites machines, comme Carnot l'a fait, mais je veux voir qu'est-ce qui se passe au moment où la machine est petite, en effet. Donc, par exemple, j'ai discuté sur le rapport du travail que je reçois divisé par la chaleur que je donne pour faire tourner le système. Et j'ai utilisé des majuscules, parce qu'en fait, j'ai discuté des quantités non fluctuantes. Mais évidemment, et pour ça, j'ai aussi mis maintenant un barre sur le état, pour dire ça, c'est l'efficacité thermodynamique standard, c'est l'efficacité qu'on a quand on travaille avec des grandeurs macroscopiques, ou s'il s'agit d'un petit système, quand on travaille pour un temps infini. Mais évidemment, on peut se poser la question, les deux constructions que je vous ai proposées, il y en a d'autres évidemment, les fusions et la particule brownienne. Quand je fais la manip pour un temps fini, les grandeurs que j'ai introduites, donc ici c'est pour la machine, pour les fusions, donc le travail et la chaleur que je vais utiliser, ce sont des quantités stochastiques, ce sont des variables aléatoires. Donc, état aussi est une variable aléatoire. Et on peut directement se poser la question, cette grandeur-là est limitée par la seconde loi, qu'est-ce qui se passe pour cette grandeur-là? Bon, voici de nouveau la construction
quelle est la différence avec ce que j'avais avant? C'est que cette machine maintenant est une petite machine sujette à des fluctuations. Elle reçoit un certain montant de chaleur, mais ce montant sera différent d'une manip à l'autre parce que je fais la manip pour un temps fini et donc aussi toutes les autres grandeurs que je représente maintenant par des minuscules sont des grandeurs fluctuantes. Qu'est-ce que je peux dire sur les lois de la thermodynamique? Bien, la première loi, évidemment, reste valable. L'énergie, même si c'est des processus aléatoires, l'énergie est conservée, donc le travail que je reçois est donné par la différence entre la chaleur qui entre et la chaleur qui sort, moins le changement de l'énergie du système. Là, j'ai déjà un petit problème, parce qu'évidemment, puisque la machine est aléatoire, elle ne doit pas nécessairement retourner vers le même état. Mais je vais avoir quand même, je vais en fait parler d'un résultat que j'obtiens si j'attends assez longtemps. Ces grandeurs-là, la machine continue à fonctionner, ces grandeurs-là, la chaleur, les deux chaleurs continuent à croître au fil du temps, tandis que la machine, elle retourne plus ou moins vers son même état, et si son énergie est limitée, cette grandeur-là, certainement, ne va pas croître au fil du temps. Donc, je peux imaginer que si j'attends suffisamment longtemps, ce terme-là devient négligeable. Maintenant, il faut dire quelque chose sur la production d'entropie. Bien, ici, ça c'est un réservoir que je considère être idéal. Donc, même s'il donne des petites quantités de chaleur fluctuantes, sa production, sa diminution d'entropie est encore donnée par la même expression. Idem pour le réservoir froid. De nouveau, ici, évidemment, le système ne retourne pas vers son même état, mais je peux imaginer si le nombre d'états du système de la machine, certainement, est fini, cette grandeur-là, son entropie, ce ne sera pas quelque chose qui va croître au fil du temps, donc je peux imaginer que ce terme-là n'est pas important pour des temps longs. La seconde loi ne stipule qu'une chose sur cette grandeur ici, en minuscule, c'est une grandeur qui fluctue, et en moyenne, elle doit être positive. Maintenant, un petit calcul intéressant. Regardons l'efficacité. L'efficacité donnée par ce rapport. La première loi, donc en utilisant que je travaille pour des temps longs, est de nouveau donnée par un moins des rapports des températures. Et maintenant, j'utilise ici la deuxième loi où je vais retrouver que cette efficacité, pour donc cette situation que je regarde ici, est donnée par l'efficacité Carnot moins un terme qui est cette production d'entropie, ce changement d'entropie fluctuante, dont le signe n'est pas défini, seulement la moyenne est définie. Si par hasard cette grandeur-là est 0, si par hasard elle est 0, si j'ai une manip où par hasard, par coïncidence, ces grandeurs sont telles que cette grandeur-là est 0, cette machine va avoir l'efficacité Carnot, par hasard. Évidemment, je peux avoir d'autres réalisations et en principe, je peux avoir des valeurs plus grandes et plus petites que 0 et donc je vais avoir d'autres valeurs de état et j'ai une distribution de cette efficacité stochastique. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Bon, prenons les exemples que j'ai regardés et faisons un petit calcul. Donc, je vous ai donné l'expression pour l'efficacité. Maintenant, vous voyez, je vais utiliser pour les fusions. Non pas, j'avais en avant mis des majuscules parce que je regardais les flux moyens. Maintenant, je vais regarder, je vais faire pendant un certain temps fini, je vais calculer le nombre de particules qui passent et l'énergie qu'elles apportent. Et pour ce modèle-là, heureusement, pour les fusions, on connaît ces distributions analytiquement. On connaît exactement la probabilité pour avoir un certain nombre de particules qui passent avec une certaine énergie. Et donc, on peut calculer certainement d'une manière numérique et même jusqu'à un certain point d'une manière analytique, la distribution de probabilité de cette efficacité. Et voici les résultats. Ça, c'est des résultats, bon, c'est numérique, c'est-à-dire c'est un calcul analytique, mais à la fin, il faut faire des intégrales d'une manière numérique. Et ce que j'ai fait, je calcule la distribution de probabilité pour cette efficacité en fonction du
temps d'ouverture du trou. Donc j'ouvre le trou. À ce moment-là, je me mets dans un régime de machine thermique. Donc il y a un flux de la température en moyenne de la température haute vers la température basse, où en moyenne je produis du travail chimique et en moyenne j'extrais de la chaleur du réservoir chaud. Mais évidemment ici, je vais étudier les fluctuations et je calcule la distribution de probabilité de cet état. Et ici, on a ouvert, il y a en fait trois courbes, c'est-à-dire que j'ai ouvert pendant un temps très court. L'ouverture, ça c'est en comptant en moyenne le temps pour avoir un passage d'une particule. Donc ici c'est pour 5, en moyenne 5, 10 et 20 passages de particules à travers le trou. Et puis on le referme. Et on calcule la distribution de probabilité. Alors, évidemment, on voit un maximum qui se développe en fait autour de l'efficacité standard thermodynamique qui, pour ce cas-ci, est 0,4. L'efficacité Carnot, ici, est 0,8. Évidemment, je trouve que la machine fonctionne et elle a une efficacité qui est en dessous de Carnot, elle est d'une valeur de 0,8. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'au lieu d'avoir une courbe qui décroît, donc ici, c'est d'ailleurs un scaling logarithmique. Au lieu d'avoir une courbe qui décroît d'une manière monotone à partir de la valeur qu'on attendait pour des temps longs, en fait, il y a un autre minimum qui se développe. Et si on regarde de plus près, ce minimum se développe exactement à l'efficacité Carnot. Alors évidemment, quand on voit un truc de ce style, qu'est-ce qu'on veut en fait regarder le régime de temps très long. Et pour ça, on utilise une chose d'ailleurs qui sera aussi certainement à l'honneur dans le cours que Bernard va donner. On va regarder les grandes déviations de cette efficacité. Donc, cette probabilité d'avoir une efficacité état quand on fait la manip pendant un temps t, quand le temps devient très très grand, cette probabilité va se concentrer sur le état le plus probable, tandis que toutes les autres valeurs de état sont encore possibles, mais exponentiellement moins probables. Et cette décroissance exponentielle est donnée par une fonction qu'on appelle la fonction à grande déviation, g de état, qui est donc plus précisément donnée par cette limite. Donc on prend le logarithme de cette probabilité, on divise par t et on fait la limite t tendant vers l'infini. Dans ce cas-ci, on peut calculer analytiquement cette fonction, et en effet, on trouve... il y a deux courbes, mais en fait, c'est la fonction à grande déviation qui est plus ou moins reproduite ici. On trouve en effet que cette fonction à grande déviation a une valeur 0, c'est-à-dire la valeur qui absorbe en fait toutes les probabilités, c'est la seule valeur qui ne décroît pas exponentiellement. C'est évidemment à l'efficacité thermodynamique standard. Et puis, elle a un maximum, elle a une forme très bizarre, elle a un maximum exactement à l'efficacité Carnot. Et puis, elle rediminue des deux côtés, et en fait, elle converge vers une même valeur, aussi bien pour les états très très grands que les états très très petits. C'est un résultat remarquable. Bon, revenons à l'autre exemple. La particule brownienne sujette à deux forces. À ce moment-là, de nouveau, je peux regarder l'efficacité stochastique. Donc, ici, ça c'est la croissance de potentiel. Donc, je bouge à l'encontre de cette force F1-là. Donc, ça va me donner, en fait, qu'il y a un potentiel qui grandit pour la force F1. Et F2 est F2 fois x, c'est le potentiel que j'ai investi. Mais x est une variable c'est le mouvement brownien, donc c'est une variable gaussienne dans un champ constant dont on connaît tout. La moyenne, c'est une bigaussienne. La moyenne est donnée évidemment par son déplacement moyen qui est la force divisée par la friction fois le temps. Et le mouvement aléatoire est la diffusion. Donc en fait, on voit que état, cette efficacité stochastique, est le rapport mathématique de deux variables gaussiennes corrélées.
puisque x est la variable gaussienne. Donc ça, c'est en fait la projection de x sur f1, la projection de x sur f2. X étant une bigaussienne, c'est deux variables gaussiennes corrélées. Et avec un peu de calcul, parce que ça va donner des fonctions d'erreur évidemment, on peut calculer analytiquement la distribution de probabilité de cette efficacité stochastique. Bon, la voilà. Et on peut calculer analytiquement la fonction à grande déviation. Donc on prend le logarithme de cette fonction, on divise par t et on prend la limite. Et ici, ici j'ai illustré, donc, ça c'est la limite de la fonction à grande déviation. Ça, c'est trois approximations qu'on obtient quand on prend des valeurs à temps fini. Donc, on prend le logarithme de la distribution de probabilité à temps fini pour trois temps finis, des temps très courts d'ailleurs, 2, je sais plus que 2, 5 et 10. Et on a une méthode d'extrapolation en fait pour reproduire la limite à temps long, ce qui est intéressant à partir de mesures à temps fini. Mais l'important, c'est que de nouveau, il y a exactement le même profil. Évidemment, la fonction à grande déviation devient 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décroissance exponentielle pour la valeur thermodynamique, et elle a un maximum ici, de nouveau, à l'efficacité réversible qui est égale à 1, parce que c'est le problème isotherme. Donc on est très content. Alors la question, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est général? Eh bien oui, voilà, je vais vous montrer, mais ça je vais le faire très brièvement. Si vous suivez le cours, j'espère que vous pourrez à la fin en effet reproduire ces résultats. Ce qui se passe, c'est que donc il y a la première loi. Donc ici, je regarde de nouveau la construction pour une machine thermique et je vais supposer que la machine thermique opère d'une manière symétrique dans le temps. Je vais expliquer ça dans un moment. Mais bon. Et de nouveau, je mets la première loi. Je suppose que je peux oublier pour des temps longs l'énergie de la machine même. La deuxième loi, je suppose que je peux oublier ceci. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui remplace la seconde loi? La seconde loi est en fait remplacée par ce qu'on appelle parfois le théorème de fluctuation. La seconde loi dit, d'une manière macroscopique, que la moyenne de cette grandeur doit être positive. En fait, ce qu'on semble avoir trouvé, c'est que ceci est remplacé pour un système symétrique, en tout cas, par une égalité sur la distribution de probabilité de cette grandeur-là. Cette égalité, d'ailleurs, on peut la formuler d'une manière très simple. Donc, cette grandeur, au lieu, bien que la moyenne est positive, les réalisations peuvent avoir n'importe quelle valeur, mais des valeurs positives sont exactement exponentiellement plus probables que la même valeur négative. Et ça, c'est une égalité dont vous allez certainement entendre parler plus dans le cours. Maintenant, vous voyez, pour ma machine, en fait, pour la machine thermique, je dois me mettre dans le régime de temps long pour pouvoir oublier ce que fait cette machine même. Et en fait, alors, à ce moment-là, on est simplement intéressé dans la distribution de probabilité du travail et de la chaleur venant du réservoir chaud. Ensemble, ils, de nouveau, donnent la valeur de cette production d'entropie. Donc, en fait, le théorème asymptotique vous donne une contrainte sur la probabilité de distribution de ces grandeurs fluctuantes. Voilà. Alors là, je vais passer assez rapidement ce que j'ai. Les raisons pourquoi je veux montrer ceci, c'est je veux vous convaincre du fait que cet effet remarquable que l'efficacité Carnot est la moins probable, est exponentiellement moins probable que n'importe quelle autre valeur, provient de cette symétrie-là. Donc, il y a un calcul, il faut aller vers la fonction des grandes déviations, et en fait, ce résultat-là dit qu'au moment où on a une réalisation qui ne produit pas d'entropie par hasard, ceci est 0, et donc cette fonction à grande déviation devient symétrique.
Et pour avoir la fonction à grande déviation de l'efficacité, il faut en fait faire le minimum de cette grandeur-là. Et pour une valeur symétrique, ce minimum est à 0. Et ça, c'est la valeur maximale de la fonction à grande déviation. Donc, vous voyez, il y a 4 lignes. Je ne vais pas les reproduire, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Mais il y a 4 ou 5 lignes qui, d'une manière tout à fait générale, en effet, donne le résultat qu'on a trouvé. Et ce résultat provient, comme Carnot l'avait fait, de la première loi et de la seconde loi, sauf que je remplace la seconde loi par quelque chose de plus général, la seconde loi appliquée à des petits systèmes. C'est-à-dire, c'est exprimé en termes de la distribution de probabilité pour ce petit système. Ce qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, dès le début, Boltzmann avait accentuer le fait que la seconde loi, c'est une loi concernant les probabilités. C'est d'ailleurs la limite macroscopique, en fait, est une limite singulière parce qu'on supprime les fluctuations. Donc, de dire que la moyenne de l'entropie totale est positive, c'est très bien, mais en fait, on met sous le tapis le fait que cette seconde loi doit être proprement interprétée au niveau des fluctuations. C'est ce qu'on fait quand on parle de la thermodynamique stochastique. Alors, bon, on peut évidemment faire un peu plus, donc on peut prouver qu'en effet, ce profil, la fonction à large déviation, a spécifiquement cette forme que j'avais retrouvée dans les deux cas. Donc il y a le maximum à Carnot ou réversible, et puis il y a les deux limites asymptotiques qui ont la même valeur. Quand on est près de l'équilibre, en fait, il y a ici trois paramètres. Il y a ce paramètre-là et ce paramètre-là, et ces 3 paramètres sont dans le régime près d'équilibre exprimés par les 3 paramètres qui définissent la réponse linéaire. C'est les 3 coefficients d'Onsager, parce que il y a une symétrie d'Onsager parce que j'ai supposé que la machine travaille d'une manière symétrique, et on peut donner tous les détails. Maintenant, je veux revenir à la machine de Carnot elle-même. Vous vous souvenez, la machine de Carnot assez compliquée avec les différents stades. Ce n'est pas une machine qui opère d'une manière réversible dans le temps. Donc, il faut refaire la théorie au moment où on a des machines qui n'opèrent pas d'une manière réversible dans le temps. Et alors, bon, il y a la machine qui opère d'une manière directe. Il faut aussi définir la machine qui opère dans la manière inverse dans le temps. Donc, si on fait toutes les manipulations d'une manière inverse dans le temps, et à ce moment-là, donc, l'équivalent de ce que j'avais avant signifie que les fonctions à grande déviation de la machine directe et de la machine inverse se croisent dans l'efficacité réversible. Donc ici, on a fait d'ailleurs, je vous montre, on a fait des simulations explicites pour une machine Carnot fluctuante, c'est-à-dire c'était une machine Carnot avec une particule. Et donc, en effet, on retrouve tout ça. Maintenant, finalement, peut-être une petite remarque. Est-ce que tout ceci peut se voir sur des manips? Ben oui, les gens ont mesuré. Il y a ici un certain nombre de manips où les gens ont mesuré ces grandeurs dont j'ai parlé, le travail fluctuant, la chaleur fluctuante, l'entropie fluctuante, dans différents systèmes. D'ailleurs aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi récemment à le faire dans des systèmes de solid state, systèmes où évidemment les mesures en général sont plus faciles, plus rapides, il y a une plus grande statistique. Et il y a même une manip récente où on a mesurer quelque chose comme l'efficacité fluctuante. Et on voit ici, c'est en fait au fil du temps. Ici, donc, on a des manips, la durée de la manip est dans l'axe vertical. Et ici, c'est l'efficacité. Il y a la distribution de probabilité qui est reproduite en couleur en fonction du temps. Et on voit en effet qu'il y a un deuxième minimum. Donc, il y a ce minimum qui se creuse plus ou moins près de Carnot. Cette manip n'était pas conçue pour vérifier notre théorie, mais ils ont un peu chipoté avec les données à la fin pour voir, et en effet, ils voient la trace
de ce minimum apparaître près de Carnot. Et il y a d'ailleurs 2 projets de manip où on voudra vérifier ceci d'une manière plus explicite. Donc voilà, ceci m'amène vers la fin de mon exposé. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une généralisation de la seconde loi qu'on est encore en train de découvrir et de documenter et que vous allez certainement aussi regarder en détail au cours de ce cours et dont les implications sont intéressantes évidemment à étudier. Ici, ce que j'ai essayé de vous raconter, c'est qu'il y a, comme dans la construction d'origine sur les efficacités des machines thermodynamiques, il y a une implication de ce théorème sur l'efficacité stochastique d'une petite machine, entre autres que l'efficacité réversible pour une machine qui est symétrique dans le temps est la moins probable pour des temps asymptotiques. Voici la forme de cette fonction à large déviation et je vous remercie beaucoup pour votre attention.